Un policier adhérent de l'UPR. Il a une bonne tête, le gars. On ne peut pas rentrer dans les locaux. Ouais. Voilà, et tu continues comme tu veux, mais pas à l'intérieur. Là. D'accord, ils ont dit... J'ai demandé justement pour toi. Et donc ils m'ont dit que là c'était un lieu privé, que c'était une inauguration, donc c'était réservé aux membres. D'accord, ok. Voilà. Bon, je m'y attendais un peu. Hein. Vous auriez... Je dis bien l'heure est grave. Je parle aux gens des quartiers. Les gens des quartiers qui suivent Soral, Dieudonné et qui écoutent un peu les conneries de Mathias Cardet. Je lui ai dit, tu peux me parler. Elle me dit, ben voilà, j'ai une affaire similaire avec la bande à Soral. Voilà. La petite gamine, elle peut être ma fille, parce qu'elle a l'âge de ma fille. Elle peut être ma petite soeur, ma petite nièce, votre fille à vous, votre petite soeur. Elle est de couleur noire. Elle croyait à leur cause. Elle croyait en eux, à cette dissidence. Et l'autre Soral, je dis bien l'autre Soral, qui prétend rassembler, qui prétend l'égalité et réconciliation, qui dit qu'il n'est pas raciste, etc. Que c'est des mauvaises langues qui disent ça, qu'il est là pour tout le monde. L'autre Soral qu'on soupçonne depuis dans mon équipe, qu'il a fait la cour à cette gamine, voyant qu'elle était magnifique, très belle, il voulait profiter, abuser d'elle. Au moment où elle a refusé, elle a dit que c'est pas son type, Soral s'est lâché. Il a traité la petite de blaquette, de négresse, pute aux vieux juifs et aux vieux PD, etc. Et que tous les noirs, les femmes noires, sont des putes. C'est pour ça que les hommes noirs classent. Ils sortent qu'avec des blanches. Ils se marient qu'avec des blanches, etc., etc. Les textos. Et je leur conseille de ne plus rentrer en relation et de menacer cette fille. Ça, je parle en mon nom, au nom de la couleur que je porte depuis toujours, au nom de la couleur de ma peau, et au nom de la couleur des Black Dragons. Et je demande aux Black Dragons maintenant de bien observer leur mouvance de près. Parce que le fond, il est très malsain. Très très malsain. Et toute la population noire, des Antilles, d'Afrique, etc., toute cette population qui n'arrête pas de bourrer le crâne avec leurs discours d'égalité et réconciliation, devait observer ça de près, ces preuves-là, et de prendre en compte. C'est la parole de la petite contre la leur. Et moi, j'ai choisi mon camp, je suis avec cette jeune femme. Et Soral devra répondre, il devra répondre des injures, des insultes racistes. Il devra répondre ça. Et tous les nègres de service qui est autour de lui, qui sont peut-être pas au courant, ou qui sont au courant et qui camouflent ça, eux aussi, ils devaient se regarder en face comme, ou dans une glace, comme il a fait, Soral, quand il a envoyé sa photo pervers à la petite. À poil, devant une glace, il a pris ça, il a envoyé, tout nu. À cet enfant qui est comme mon enfant, qui est comme ma soeur, qui est comme ma nièce, parce que quand je la vois la même chose chez moi. Et c'est comme ça qu'ils nous traitent. Ils nous traitent de sales putes, ils nous traitent mal. De ça, c'est toujours pareil. Moi, hier soir, il était tellement énervé qu'il m'a accusé de saxo-masochisme. C'est une nouvelle perversion sexuelle qui vient d'inventer. Oui, alors moi, Soral, c'est un type que j'ai rencontré. Ben, j'explique tout ça dans la préface, bien sûr, mais j'ai rencontré en 2003, après une émission qu'il avait fait chez Patrick Buisson, avec Goldnadel. J'avais été assez enthousiaste, il faut reconnaître, je l'avais trouvé très bon. Et puis, en le voyant de près, en le côtoyant, j'ai été amené à porter un jugement un peu plus critique sur le personnage. Je me suis aperçu qu'il connaissait par exemple Goldnadel, il avait fait ce fameux débat chez Buisson avec Goldnadel où j'avais trouvé très bon, et puis il me dit qu'il le connaît, qu'il le fréquente, qu'ils vont au bistrot ensemble, ce qu'il vient d'ailleurs de confirmer dans sa dernière vidéo du dimanche à 2 €, ça vaut pas plus, où il dit qu'en 2004 il a organisé à Montparnasse avec Marine Le Pen un dîner avec donc Gilles-William Goldnadel, qui est tout de même l'avocat de la LDJ et donc le représentant du Likoud en France, les sionistes d'extrême droite. Voilà, alors j'ai un peu compris qui était ce bonhomme. Il a voulu que je participe à son aventure. Je ne l'ai jamais réellement fait. J'ai fait quelques opérations avec lui. Je peux quand même révéler quelque chose ici, c'est que je l'ai présenté à Emmanuel Ratier, qui l'a présenté à Châtillon, qui l'a présenté à Jean-Marie Le Pen.
Ça s'est passé de la manière suivante. J'avais rencontré donc Soral, on était en discussion, il voulait monter une association, soi-disant robespierriste, révolutionnaire, etc. J'étais déjà ami d'Emmanuel Ratier, mon défunt ami Emmanuel Ratier, hein, et depuis 30 ans. Et je lui ai dit, tiens, je côtoie un type qui est un peu fou, mais bon, peut-être on peut en faire quelque chose. Et puis il m'a répondu par mail, hein. Je possède bien sûr tous ces mails, j'ai toutes les preuves de tout ce que j'avance. Et il m'a répondu, le vieux aime bien les dingues, il est capable d'en faire un député européen, présente-le-moi. Et du coup, il a fait chez lui un dîner avec donc Frédéric Chatillon, Anne Benoît, etc. Et c'est comme ça que notre cher Bonnet s'est retrouvé propulsé au Front National. Alors moi, j'ai essayé de le mettre en garde tout de suite, parce que j'étais passé par le Front, moi je savais ce que c'était, j'étais allé en 87-88, j'avais claqué la porte. Je savais que le Front National était un parti qui n'avait jamais été antisioniste. Soral, qui se prétendait antisioniste basique, fondamental, rabique, allait avoir des problèmes, parce que Jean-Marie Le Pen lui-même n'a jamais été antisioniste, il a été asioniste, parfois. Il s'est parfois levé contre l'État d'Israël, enfin il n'a jamais milité contre Israël en particulier. Et même il s'en est fort rapproché, ce que je raconte dans mon livre Jean-Marie, Marine et les Juifs. Et Marine elle-même, je la connaissais bien sûr, j'avais fait sa rencontre en 2001, j'avais déjà vu qu'elle fréquentait Zemmour et compagnie à la Trinité-sur-Mer. Je connaissais tout l'entourage sioniste de Marine et je lui ai bien sûr dit, attention, tu t'embarques là dans quelque chose de grave et tu vas certainement avoir affaire à son entourage. Et alors évidemment, il m'a dit, mais non, écoute, elle va résister, c'est une résistante. Et puis la suite m'a donné raison, bien évidemment. Alors j'ai quand même noté... n'a aucun avenir politique. Voilà, pour moi c'est certain. Et je me trompe rarement dans les grandes lignes. Voilà. Donc, Et par ailleurs, on a Asselineau qui a obtenu ses 500 signatures, ou qui est sur le point de les obtenir. ah oui, alors je reçois des messages toujours des membres de la secte qui s'extasient parce qu'Asselineau a eu ses signatures et qui nous disent on a hâte de voir un débat Marine Le Pen-Asselineau sur l'Europe. En fait, quand un candidat a ses signatures, c'est plutôt suspect, surtout un candidat inexistant comme lui. Ça veut dire que le système a bien envie qu'il les ait, et il faut se poser la question pourquoi. Si Asselineau a ses signatures, alors que par exemple Mélenchon a du mal à les obtenir, alors que Mélenchon pèse 15% et l'autre 0,3%, c'est qu'en fait, pour le système, que Asselineau ait ses signatures, c'est enlever quelques électeurs à Marine Le Pen, très peu d'ailleurs, mais surtout un agent de propagande anti-Front National, parce qu'en réalité, Asselineau ne combat pas l'Union européenne. Il combat le discours de Marine Le Pen sur l'Union européenne, en disant qu'elle ne voudrait pas réellement sortir de l'Union européenne. Donc Asselineau n'est pas un candidat anti-européen, c'est un candidat anti-Front National. Donc en fait, c'est un candidat pro-européen, si on comprend que la politique, c'est du billard à trois bandes. Donc je dis aux abrutis qui s'extasient sur Asselineau qu'il faudrait qu'ils comprennent un peu comment marche la politique, et qu'au lieu de s'extasier sur Asselineau, ils comprennent en fait que c'est quand même l'idiot utile du système, qui n'est là que pour empêcher finalement le parti authentiquement patriote d'accéder au pouvoir. Et puis alors, je vais compléter pour les gens qui me disent, parce que j'en entends de belles, que le Front National, c'est la CIA, la secte Moon et je sais pas trop quoi. Je rappellerai qu'Asselineau, qui doit approcher les 70 ans, a travaillé toute sa vie pour Charles Pasqua. Alors Charles Pasqua, c'est non seulement la CIA, mais c'était la French Connection. Donc il n'a pas de leçon à donner. Quant à ses précédents électoraux, avant qu'il se découvre pour le Zorro de la lutte anti-européenne, il s'est présenté sous les auspices de Tibéri, à l'époque, à la mairie de Paris. Donc vraiment, Asselineau, c'est rien, quoi. Donc, à la limite, on ne devrait pas autant en parler. Mais ce qui est un peu agaçant, c'est l'absence totale d'intelligence politique de sa secte de supporters. Voilà. Et je le dis par ailleurs, Asselineau est un bon conférencier sur les dégâts, l'illégitimité de l'Union européenne. Mais normalement, puisque c'est ça, il devrait soit faire comme Philippe de Villiers, appeler à voter Marine Le Pen, de façon plus ou moins indirecte, soit de ne pas y être. Et surtout, là où l'épreuve de vérité pour lui, ça va être s'il y a un deuxième tour Marine Le Pen et Macron, par exemple, ou même Fillon. Étant donné qu'il n'a aucune chance d'être au deuxième tour, il faut vraiment être stupide pour penser qu'Asselineau puisse être quoi que ce soit d'autre qu'un candidat à moins de 1%. On verra bien la déclaration qu'il fera entre les deux tours. Parce que s'il n'appelle pas à voter pour Marine Le Pen, il sera vraiment démasqué. Parce que Marine Le Pen, même si elle n'est pas 100%
sur la ligne Asselineau quant à son combat contre l'Union européenne, elle est quand même la plus proche de lui et la seule qui soit proche de lui, bien évidemment. Donc s'il appelle pas à voter pour Marine Le Pen, ça sera louche, et s'il appelle à voter pour le candidat d'en face, alors là, il sera définitivement démasqué. Hein. Par exemple, parmi 280 réunions que j'ai faites à travers la France, il y en a une fois qui a été faite à mon insu chez quelqu'un. Ça, c'était un véritable Donc vous ne maîtrisez piège. pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas au courant des endroits où vous mettez les pieds. Pour un homme politique, c'est pas terrible. Et vous avez fait quoi, vous? Moi? Vous voulez que je vous raconte ma vie? C'est nul. C'est nul. Non mais Loïc, pardon, mais il a au moins répondu à votre question. Non, par exemple, je lui ai posé une question à laquelle il n'a pas répondu. Regrettez-vous d'être allé voir ce monsieur Ayoub? Mais je n'ai pas vu monsieur Ayoub, j'ai vu le public. De toute façon, si vous voulez... Regrettez-vous d'être allé dans son local? De toute façon, il faut parler à tout le monde. Ah. Bon, et là, donc ça sera refaire, je ne le ferai pas, je ne savais pas qui c'était. Maintenant, d'ailleurs, c'est vrai, vous savez ce que ça, maintenant c'est vrai, c'est que je crains qu'il y ait effectivement des pièges qui me soient tendus. Ça, c'est exact. Maintenant, bon, c'était dans les tout premiers mois. Comment expliquez-vous qu'Alain Alain Soral, qui relaie vos conférences sur son site Égalité et Réconciliation, dise de vous que vous êtes un nationaliste, un vrai nationaliste, et qui vous soutiendrait si vous étiez un bon homme politique. Mais il trouve que vous êtes en plus un mauvais homme politique. Il faut reconnaître qu'Alain Soral, sur ses sites, vous méprise aussi et vous insulte aussi sur certaines... Non, mais j'ai vu d'autres vidéos que sur son site, et écoutez, Alain Soral dit du bien de ce monsieur. Il dit simplement que malheureusement, ce monsieur n'aura jamais de carrière politique. Que pensez-vous d'Alain Soral? Qu'est-ce qu'il faut croire? Que pensez-vous d'Alain Soral? Je trouve ça extrêmement minable. Alors, Monsieur Soral, je vais répondre, je ne connais pas Monsieur Soral, je sais qu'il passe son temps à m'insulter. Bon, deuxièmement, s'il reprend sur son site... C'est ce que vient de dire Léa Salamé. Deuxièmement, s'il reprend sur son site certaines de mes conférences, c'est parce que mes conférences font un buzz. Je conseille d'ailleurs aux téléspectateurs d'aller voir celles sur l'histoire de France ou celles sur qui gouverne la France, ça passionne les gens. Et d'ailleurs, ces conférences sont reprises par des quantités d'autres sites. Donc c'est un procédé... c'est un procédé odieux qui consiste à aller chercher uniquement de faire un procès à charge pour essayer de faire croire ce que je ne suis pas. Est-ce que vous dénoncez, les propos d'Alain Soral, le positionnement d'Alain Soral, son antisémitisme? Est-ce que vous dénoncez tout cela? Oui, bien entendu, voilà, mais notre mouvement politique est un mouvement où il y a des personnes venues d'absolument tous les horizons. C'est marqué dans notre charte fondatrice que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, ce qui semble le cas. Bonjour à tous. Je tourne aujourd'hui cette vidéo pour répondre à des critiques qui me sont régulièrement adressées. Mes reportages seraient biaisés, je chercherais à tromper les gens. Je serais une sorte de machiavélique personnage caché à l'ombre de ces reportages qui choisirait les intervenants les plus débiles afin de décrédibiliser la cause qu'ils défendent. Je tenais à répondre à cette théorie du complot et je vais le faire en 2 points. D'un point de vue pratique, quand bien même je voudrais tromper les internautes, je n'en aurais pas les moyens. Tout simplement car lorsque je me rends à un événement, comme par exemple un meeting politique, je n'ai pas moi, contrairement aux grands médias, 2 ou 3 équipes qui tournent toute la journée afin de recueillir un maximum de témoignages, puis ensuite choisir les plus caricaturaux. Je suis tout seul avec mon micro et mon caméraman, et en général on a le temps de tourner quelques dizaines d'interviews. Ça va, mais on est très en marge du cortège. Je vais rentrer dans le cortège là. Donc je précise que je suis accompagné de 4 personnes pour ma sécurité. Maintenant ça devient obligatoire. Qu'il faut, là il y a de l'alcool qui tourne, au bout d'un moment il y a des mecs qui vont commencer à dire des trucs qui dépassent leur pensée. T'as de la matière, ça va, t'as une bonne demi-heure d'antenne. Ouais, ça va. T'es en train de me demander de partir là? Gentiment. Là en fait ce que peut-être vous comprenez pas, c'est que je bosse pour vous là entre guillemets. Il n'y a pas de médias là, il n'y a que moi. Pour le reste de mes dessins tu pourras regarder. Merci, c'est cool. Allez, à plus tard. Merci. Donc en fait ça... C'est gênant. Pourquoi t'es gêné? Parce qu'il vient me dire de partir en fait. Bah pourquoi faire? Parce qu'il dit qu'il y a de l'alcool qui tourne, que je vais avoir des interviews à la con et que ça l'arrange pas. Ce que j'essaye c'est d'éviter une mauvaise image, c'est pas la question d'être mauvais. Non, mais regarde, tu vois, on est bien, on se tient bien. Mais la mauvaise image, c'est pas lui qui va la faire, c'est les autres. Mais moi j'en sais rien, je le connais pas personnellement, je suis pas allé en vacances avec Vincent, tu vois. Regarde, même qu'on est un tout petit peu. C'est toi qui es agressif là. Non, je suis pas agressif. Je suis agressif. T'es pas allé genre on n'a pas gardé les moutons ensemble. Bah oui, c'est une base, je sais pas. On est en politique ou pas? Je vais pas faire confiance à tout le monde. Je sais pas, mais moi je l'aime bien, j'ai une certaine sympathie pour lui. Non,
ça. Arrête, commence pas à me la Non, jouer mais je bouddhiste. commence pas, mais... C'est tout, c'est une question de principe. C'est bon, t'as eu Moi, ce qu'il faut. j'ai eu ce qu'il faut, c'est à moi d'en décider. Oui, bien sûr. C'est à moi d'en décider, les gars. Si par exemple il interviewe tout le monde un par un, ce ne sera jamais la même version, tu vois. Oui, je sais. Et c'est peut-être intéressant d'entendre, il y a peut-être des gens qui ont des choses à dire que d'autres personnes n'ont pas dites, tu vois. Ce que je vois, c'est que statistiquement, plus il va interviewer de personnes, et à un moment, il va y en avoir un qui va dire des trucs. Ah bah après, Mais s'il ça, veut tu lui pourras faire jamais. son C'est truc le principe de la démocratie. Tu pourras jamais l'empêcher, ça. Après, s'il veut faire Même de la si moi ou propagande, n'importe C'est qui le d'autre. principe du montage. Mais je suis obligé de monter. Je Non, mais vais je sais pas. bien, mais c'est ce que je te dis. Moi, je vais pas, a priori, te faire confiance. C'est tout ce que je te dis. Mais je te demande pas de me faire confiance. Je te demande juste de me laisser sur l'espace public tranquille, sans me mettre de pression. On arrête le reportage. Vous avez vu la situation. Vincent, voilà. Il faut se poser la question pourquoi. Le reportage de Vincent Lapierre. De quoi? Bonjour. Bonjour. Il y a un problème. Non, mais on va se mettre bien d'accord sur un truc, c'est vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pas dans notre cortège. Donc vous interviewez qui vous voulez, mais pas chez nous. Merci. D'accord, et au nom de quoi? Au nom que c'est nous les organisateurs de cette manifestation et nous décidons de qui est dans notre cortège. Maintenant, il n'y a plus de discussion, c'est comme ça. Au nom de la liberté d'expression? Vous appelez à l'unité dans votre slogan. Je vous le rappelle, hein. Je vous rappelle votre propre slogan. Donc là, il y a une petite contradiction. Vous faites partie du cortège? On s'en fout. Pourquoi tu me poses une question, toi, carrément? Ok. Vous êtes ridicules, messieurs. Hein. Le danger, c'est pas moi. Pour l'instant, j'ai fait des interviews qui se sont très bien passées. Je vois pas pourquoi vous intervenez comme ça. Demandez aux gens que j'ai interviewés, vous verrez. Bon, ils choisissent la stratégie du silence. Vous savez que vous n'avez pas le droit légalement d'interdire à quelqu'un qui veut informer, d'informer. Vous faites obstruction à une liberté fondamentale. Bonjour monsieur. Voilà, on va s'arrêter là. Merci. Il faut se poser la question pourquoi. Le système, on ne pourra pas l'écrouler. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit et on recrée un système indépendant du système actuel. On pense qu'il va falloir, pour le XXIe siècle, dans les années et les décennies à venir, que des clans se forment en tant que micro-société qui propose un mode de vie différent, une alternative de vie. Voilà un peu ce qu'on veut mettre en avant. DHL, il parle au nom d'Israël, déblatère sur les antennes. Pourquoi? Il faut se poser la question pourquoi. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous ressentez en cet instant? Une grande tristesse. Ouais. C'est ma jeunesse qui fout le camp. J'ai le même âge. C'est dur? C'est très dur. Ouais. C'est un homme exceptionnel. Vous ressentez pas une sorte de récupération politique quand même dans cette cérémonie? Peut-être un peu, ça fait partie du système, non? Est-ce qu'on n'a pas cherché à nous tirer les larmes avec le violon, le piano? C'est vrai qu'on joue beaucoup sur les émotions, avec la musique, la mise en scène. Il y a un vrai choix de mise en scène, j'ai trouvé. C'était peut-être pas nécessaire. Je sais pas, on a tous une émotion à l'intérieur, on n'a peut-être pas besoin d'une mise en scène. On peut se laisser porter tout simplement par ce qu'on ressent. Il faut se poser la question pourquoi. Oh la merde! Tu comprends? Vas-y, on va rester calme. Moi je suis très calme. Moi je suis très calme. Là, donc je suis en train de te dire. Tous les jours tu fais de la propagande de racisme de merde. Tu viens de dire des propos complètement fachos, je te le dis. Ne filmez pas les gars, filmez pas nos figures. Donc là, tous les jours, tu fais de la propagande de racisme de merde. Et là, aujourd'hui, tu viens faire de la violence. Moi, je vais te donner un conseil. On a le droit de pas être d'accord. On n'est pas d'accord et on ne veut pas de toi ici. D'accord? Parce que tu déformes le fond de la chose
pour la tourner à ta manière, à ta sauce. Bah discutons, défends tes idées. C'est tout fait déjà, c'est tout fait déjà. Ça sert à rien de discuter avec vous. Si tu me fais partir, c'est que tu n'es pas capable de défendre tes idées, t'as pas d'argument pour les contrer. Écoute-moi, écoute. Là, toi, tu vas essayer de dire à tes gars là, qui sucent Soral et Dieudonné, oui, les gars de Trump, les gars qui manifestent contre Trump, c'est des blaireaux, etc. En plus, vous nous insultez. C'est des gens agressifs. Vous êtes agressif, vous voulez pas le débat. On est agressif attends, excuse-moi. On est agressif contre les FAF, contre les gens comme vous, contre les fachos. Pas comme vous, Non, contre ceux qui veulent la révolution de droite, ceux qui veulent tuer les Noirs et les Arabes, ceux qui veulent chasser les migrants. Arrête tes conneries, tu vas pas me faire croire. Il faut se poser la question pourquoi. Exactement comme ceux qui le dénoncent. Alors, tu te comportes comme exactement comme tu crois que je suis. D'accord. Alors aujourd'hui, bon, ça passé en 1 heure. Ça fait combien de temps qu'égalité et réconciliation existent? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Et en 10 ans, tu penses pas que ton putain de média n'a pas fait de la désinformation de merde sur des esprits sensibles qui vont aujourd'hui voter Le Pen et on va se retrouver dans la merde, hein? Quels sont les faits violents que tu peux imputer à égalité et réconciliation? Si on est des nazis, on est violent. Écoute-moi. Si on est des nazis, écoute-moi. Moi je suis pour le débat, je suis en train de discuter avec toi. C'est absolument ahurissant que tu dises que je suis nazi. Tu peux être pour le débat, d'accord? Ouais. Mais le média pour lequel tu travailles et ton boss, c'est pas des gens bien. Donc les gens pas bien. Il faut se poser la question pourquoi. L'individu s'est approché d'elle, a pris la caméra par surprise et a couru ici près de l'arbre en brandissant la caméra dans ses mains comme un trophée. Donc moi instinctivement, je l'ai poussé contre l'arbre, j'ai repris la caméra parce qu'en fait en soi la personne c'est un petit blanc tout maigrichon avec un kéfier palestinien. Il ne représentait pas tellement un danger. Par contre, une fois que j'ai eu la caméra dans mes mains, 2 individus ou plusieurs en tout cas m'ont plaqué au sol, ici. Donc là, ils m'ont maintenu fermement au sol, ils m'ont fait une clé de bras pour que je lâche le matériel. Donc à partir de là, j'ai lâché le matériel donc ils l'ont volé. Donc c'est une agression, mais non seulement c'est une agression, c'est également un vol, c'est de la délinquance, c'est un vol crapuleux. Tiens, là, regarde, ils ont signé leur méfait. Je tiens à préciser que c'est du matériel qui coûte quand même cher. Ils nous l'ont volé, on a déposé plainte pour ça, donc c'est un vol avec violence. Voilà. Il faut se poser la question pourquoi. Bonjour à tous, je me trouve ici juste à côté de la gare de l'Est où se déroule actuellement la manifestation des cheminots contre le projet de loi du gouvernement Macron. Je me suis fait agresser par les Black Blocs, donc apparemment un petit groupe d'extrême gauche, d'Antifa, qui nous ont frappé, moi, mon collègue, qui nous ont cassé la caméra, ils m'ont volé mon téléphone portable et on a été exfiltrés par des policiers en civil. Et en fait on nous a clairement dit qu'il fallait pas y retourner sinon on allait se faire casser la gueule et que les policiers pouvaient pas nous protéger. Et donc dans l'exfiltration j'ai été frappé à la jambe. Donc j'ai du mal à marcher, voilà. Donc là je vais porter plainte. Voilà, la liberté d'expression en France, la liberté d'informer et le journalisme en France. Il faut se poser la question pourquoi. Nous allons aller à la rencontre de ces manifestants pour comprendre quelles sont leurs motivations, leur état d'esprit. C'est ERTV au cœur de la manif pour tous. Suivez-moi. D'accord. Et qui, selon vous, est le responsable de tout ça? Est-ce qu'il y a un responsable? Est-ce qu'il y a des responsables? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent détruire la France par ce genre de loi, à votre avis? Détruire la France, je dirais peut-être pas jusque-là, quoi. Mais après, c'est sûr que c'est clairement une république qui me plaît pas aujourd'hui. Enfin, il y a des politiciens qui sont à la tête de l'État et qui sont pas pour une France qui nous plairait et une France qui est pour la famille, voilà. Enfin, on détruit une société, ça c'est sûr et certain. Après je suis pas non plus dans une manif de complot ou je sais pas quoi, enfin je sais pas qui et pourquoi, mais en tout cas il y a forcément des gens à l'origine de ça et ces gens peut-être s'entendent-ils entre eux et peut-être qu'il y a un plan, un projet. Sans doute. C'est pas du complot, enfin vous dites complot mais c'est un peu un mot du système complot. Sans doute, non mais sans doute qu'il y a des gens qui se battent particulièrement contre le système, ça c'est sûr. Après j'en sais rien, je sais pas qui, je sais pas pourquoi. Ce qui est sûr c'est qu'on est en train de détruire une société qui clairement du coup, c'est pour ça qu'on est là, nous convient pas quoi. Enfin cette destruction de la société et sa destruction par la famille d'abord ne convient pas, ça c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans le projet et la destruction? Ah, je ne sais pas, peut-être. Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Mais je ne pourrais pas aller jusque-là, moi. En tout cas, je constate qu'aujourd'hui, on cherche à la détruire. Et les projets qu'on vote contribuent à détruire la société. Mais la question du qui reste posée. Vous savez pas qui? Qui reste posée. Les hommes politiques sont évidemment responsables des lois qu'ils proposent.
Donc, d'une certaine façon, Peut-être qu'il n'y a pas que, peut-être qu'il y a des groupes de pression. Ah, c'est possible, mais je ne sais pas. Et peut-être le problème vient-il de là, c'est-à-dire qu'on ne désigne pas clairement qui organise ce chaos. Oui, c'est vrai, peut-être, mais je suis pas sûr que le fait de désigner les personnes qui organisent le chaos change grand-chose. Le fond du problème, c'est bien la réalité de cette loi. Et après, les gens qui la promeuvent, qu'ils soient une minorité ou pas, ne changent pas grand-chose. C'est juste la démarche qui consiste à détruire la société qui est plus dramatique. Il faut se poser la question pourquoi. C'est la porte à côté, c'est égalité et réconciliation. Oh, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? J'ai beaucoup de sympathie pour M. Soral. Bah voilà. Je rêve d'aller en Corée du Nord comme lui. Ah, vous rêvez d'aller en Corée du Nord, c'est intéressant ça. Quelle vision vous avez justement, vous, en tant que royaliste française, de la Corée du Nord? J'ai la vision d'un pays qui a su protéger sa souveraineté. Et pour ça, je les admire beaucoup. Parce que sans les missiles de Kim Jong-un, ils seraient réduits au rang de l'Afghanistan ou de l'Irak ou de la Syrie. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cet événement-là qui a lieu actuellement? Est-ce que vous savez ce qui se passe déjà? Oui, je sais ce qui se passe. J'habite au 12, donc ça fait un moment qu'il y a des petites réunions ici. D'accord. Voilà, les jeunes jouent à la guerre, hein, que ce soit les antifachos ou les fachos. Ils sont tous aussi cons les uns que les autres. Mais nous, on n'est pas dans une logique offensive, entre guillemets, dans le quartier. On est là pour faire de la vraie politique, on est là pour défendre des idées et convaincre des gens. Et on n'est pas là pour lutter contre... Notre raison d'être, c'est pas d'être anti-antifasciste, contrairement au camp d'en face, pour lequel on est la raison d'être, en fait. Si on n'était pas là, je pense qu'ils s'ennuieraient. Et est-ce que vous connaissez les idées qu'ils défendent, ceux-là en l'occurrence? Vous êtes d'Action française peut-être? Pas du tout. D'accord. Écoutez, au début ça me faisait rire, hein, le royalisme, ça me faisait marrer. Après, quand j'entends la France aux Français ou des trucs comme ça hurler dans la rue, moi ça me fout les boules, quoi. Donc voilà, c'est désagréable. Qu'est-ce qui vous choque dans ce slogan exactement? La France aux Français. Pour moi, c'est un discours d'exclusion que je trouve complètement stupide. Voilà. Il faut se poser la question pourquoi. Pour une fois que j'ai un cadeau, faut le montrer. Voilà, donc, au nom de toute la section Provence, on voulait te remettre ce t-shirt. Donc on a pensé à toi parce que voilà, le slogan c'est du combat, seuls les lâches s'écartent. Et on voulait te remercier au nom de la Provence parce que tu fais du très bon travail et que justement tu ne t'écartes pas du combat et t'hésites pas à aller au front dans tous les combats où il faut être. Et donc du coup c'est un témoignage de reconnaissance pour tout le travail que tu fais, quoi. Bah, merci beaucoup. Bah, voilà, merci, ça me touche vraiment. Merci à toi. Les gars, c'est bon. Stop, laissez la police faire. C'est bon. C'est cool. Ils ont gagné une fois, ils pensent qu'ils gagneront une deuxième fois, et on peut le penser aussi. Voilà. Alain Soral, merci beaucoup. Je vous en prie. La liberté d'expression, elle le dit dans l'émission et c'est ce qu'elle dit. Ensuite, elle est prise à partie par des journalistes qui lui disent « Dites vive la France, dites vive la France ». Mais c'est un gros mensonge. Maintenant, vous êtes dans le mensonge. Laissez-moi finir. C'est faux. Vous dites des contre-vérités. Non. Allez-y, Antoine. Oui, laissez-moi finir. Oui, c'est faux. On lui dit de dire... Mais alors, quel est le sujet de la polémique? On lui a pas dit de dire vive la France. On lui a dit de dire vive la France. Eh ben vous dites la République, vive la République. Quand vous dites vive la République. Non mais quand vous dites... Ah bah voilà, vous dites pas vive la République alors c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, il y a clairement un problème. Il lui a dit très gentiment, mais est-ce que non, vous diriez c'est aussi vive la insupportable. France? Il faut se poser la question pourquoi.